Voilà, donc de retour sur la libre antenne, donc toujours avec Erwan Castel, avec Alain Benajam. Dans quelques secondes, on va revenir avec Erwan dès que la régie va me faire signe. Et puis, alors il y a pas mal de questions, hein, t'imagines bien, énormément de questions même. Bah, c'est bien. Et donc, de toute façon, on va poser aussi les questions du public. Erwan est dans l'ombre maintenant parce Ouais. qu'il y a eu un bombardement ukrainien et c'est le blackout. Donc C'est le blackout. Alors en plus, oui, il nous expliquera un peu les conditions, on va dire, au quotidien qui sont assez difficiles. Voilà, donc on me dit qu'Erwan, il peut être avec nous. Allô Erwan. Oui, je vous entends. Voilà, bon bah parfait. Oui, bah donc maintenant tu te retrouves un peu dans le noir. Qu'est-ce qui se passe exactement au moment où on parle là? Non, c'est-à-dire que la nuit, il y a... Généralement, les bombardements, ça arrive qu'on les ait en journée, mais principalement, les bombardements s'effectuent de nuit, hein, dans un but tout simple de terroriser la population, de faire des ruptures de sommeil en permanence. Où la nuit, les objectifs, c'est les lumières. Donc, on essaye de respecter un blackout, hein, de façon à ce que les positions reconnues ne soient pas identifiables ou en tout cas observables à cause des lumières. D'accord. Donc, bon, est-ce que tu peux nous parler un peu du quotidien parce qu'on a toujours du mal à s'imaginer qu'est-ce que c'est un pays en guerre. Comment ça se passe? C'est particulier. La guerre dans le Donbass est très particulière, hein, comme j'ai expliqué tout à l'heure. On peut dire qu'on est sur une guerre moderne, où il y a des combats localisés de haute intensité et une tenue du front de moyenne intensité. Donc on est sur des combats sporadiques, des bombardements réguliers. Pour le moment, on va dire depuis les accords de Minsk, on est quand même sur une guerre de position. On n'est pas trop sur une guerre de mouvement, donc il y a une ligne de front qui est assez stable, avec des blocs-postes qui sont très chauds dès qu'on est sur des contacts de zones urbaines. Donc il y a Peski, par exemple, dans le nord de Donetsk, qui est un village qui est vraiment coupé en deux par la ligne de front. Un peu plus au nord, on a Gorlovka, qui subit également des bombardements et des assauts blindés réguliers. Et on a le secteur de Marienka qui est très très lourdement touché en ce moment, puisque depuis le début juin, en fait, il y a une grosse pression ukrainienne qui est exercée sur cette ville, qui est vraiment en conurbation de Donetsk. Donc en dehors de ces zones de contact très très serrées, très proches, où on a des combattants, des belligérants qui sont à, on va dire, 150 mètres, 200 mètres les uns des autres. Donc vous imaginez que on ne lève pas trop la tête quand on est dans les tranchées à 200 mètres l'un de l'autre. Sinon, on est sur des zones de front, des lignes de front qui sont sur le début de la steppe. Donc vraiment, on est en dehors de la zone urbaine. Et donc là, on a des lignes de front avec un no man's land qui est environ d'1 kilomètre, 1,5 km parfois. Donc là, je ne vais pas dire que c'est plus tranquille, mais on a le temps de voir venir les assauts et les mouvements ennemis. Et pour ce qui concerne justement alors la vie au quotidien des habitants, puisqu'on imagine qu'il doit y avoir des problèmes d'approvisionnement, des problèmes pour l'énergie, etc. Comment ils le vivent ça? Alors on a des interruptions d'énergie, mais quand même pas très très courantes. Les habitants, bon, alors il y a plusieurs strates, hein, donc les habitants qui sont vraiment à proximité de la ligne de front, ils souffrent énormément. D'ailleurs, la République a décidé même par exemple, d'évacuer certains villages comme Alexandrovska. Hein, cette information a été transmise sur les médias. Donc, on a eu des évacuations de villages qui sont vraiment trop près de la ligne de front, avec des bombardements réguliers sur les habitations civiles, les destructions des zones de vie, hein, comme les centrales électriques, les écoles, les stations de bus, les stations d'essence, etc. Après, plus on rentre dans le cœur de Donetsk, plus la vie, entre guillemets, reprend son cours normal, c'est-à-dire que les gens ont l'électricité, le courant, parce qu'il y a quand même un réseau qui fonctionne à l'intérieur de la République, et aussi des services, et ça je tiens à relever quand même ce caractère exceptionnel, c'est-à-dire que vous avez les services d'entretien de la municipalité de Donetsk qui
travaillent sur les routes jusqu'à 1 km, 2 km de la ligne de front. Donc, oui, on a vu Donetsk, qui est très propre, hein, c'est très bien entretenu, Donetsk, par terre de fleurs. C'est exceptionnel, exceptionnel. C'est une ville qui est d'abord très aérée. C'est une ville avec énormément de parcs, avec énormément d'espaces verts. Alors vous avez des parcs avec des statues, mais vraiment dans tout Donetsk. Dans tous les parcs, et je tiens à remarquer que c'est une qualité urbaine. Le dessin urbain de Donetsk est pour moi un des plus beaux dessins urbains que je connais. Pourtant, j'ai vu quelques-unes de villes dans ma vie. Mais là, on a vraiment affaire à une ville qui surplombe. En fait, c'est une ville toboggan. Hein. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il y a des rivières qui ont été un peu canalisées pour faire des grandes étendues d'eau, donc avec des parcs, des jeux nautiques. Dans tous les parcs, vous avez des jeux pour enfants. C'est une ville excessivement propre. La moindre rue, elle est à 6 voies. Il y a des tramways. Alors, il y a un côté à la fois très désuet, un peu ancien, avec des vieux bus, des vieux trolleybus, des tramways, et en même temps un côté très moderne, hein, avec des restaurants, des grandes tours, on va dire de gratte-ciel de mode américain, parce qu'on est quand même sur une architecture un peu modèle soviétique, modèle russe, donc avec des tours en briques pleines, que je trouve assez jolies, des briques rouges avec des arrondis d'angles, des balcons, des terrasses. On est vraiment sur une ville assez bien faite et exceptionnelle dans sa tenue, surtout entretien permanent. Il n'y a pas au sol, il n'y a pas un déchet, il n'y a rien. Et donc il y a quand même une forme de. C'est quoi? C'est pour résister que les gens ils entretiennent comme ça la ville? C'est quoi un peu? Non, parce que déjà il y a une autodiscipline. Les gens sont respectueux déjà de leur environnement urbain. Il y a une discipline, une tradition. L'arrivée du printemps, tout le monde était dehors et entretenait les petits espaces verts, les terre-pleins qui étaient sur les trottoirs, ou le petit parc qui était entre les immeubles. Donc, systématiquement, il y a vraiment cette tradition locale. Alors effectivement, maintenir les traditions, c'est quelque part faire acte de résistance. Il est évident qu'aujourd'hui, certains petits gestes quotidiens prennent une valeur symbolique aux yeux des événements. On a affaire à des gens qui montrent où se place leur honneur et leur dignité, simplement dans la tenue de leur ville, le maintien de leur travail, de leur joie de vivre également. Vous avez alors avec le couvre-feu, tout ferme à 10 h du soir. Hein. Vous avez tous les restaurants, les bars à 22 h le soir. Mais jusqu'à cette heure-là, vous avez les bars qui sont remplis, les restaurants. On voit les jeunes filles mettre leurs belles robes. Il y a une tradition aussi. Hein. J'ai été là ici, les femmes sont très belles, les hommes également ont une tenue, une dignité, une beauté extérieure, une fierté. On ne trouve plus chez nous. Hein. Chez nous, il y a une espèce d'uniformisation unisexe des hommes et des femmes. Ici, les femmes sont en robe, elles sont avec des bottes, elles sont alors sur des tenues assez modestes, mais quand même avec énormément de coquetterie. Comme ça, dans une situation de guerre, c'est d'autant plus surprenant qu'on entend parfois les explosions des canons ukrainiens et on voit les jeunes filles parcourir, traverser les rues avec le sourire. Il faut savoir que Donetsk, c'est la ville des roses. Il y a des fleurs partout dans Donetsk. C'est exceptionnel, vous avez des fleuristes partout. Il n'y a pas une journée où vous ne voyez pas des gens se promener avec des bouquets de fleurs à la main pour offrir à la compagne, à la fiancée, à la maman, aux parents, aux enfants. C'est exceptionnel. C'est une ville fleurie dans toutes les rues, dans tous les parcs et dans les bras des gens, il y a des fleurs partout. Dis, Erwan, donc on a vu quelques images il n'y a pas longtemps sur les commémorations de la guerre patriotique et on a vu énormément de drapeaux rouges sur Donetsk et avec des fusils et marteaux. Est-ce qu'il y a une nostalgie de l'URSS là-bas? Quel est l'impact des communistes? Et c'était l'endroit où le Parti communiste faisait
le plus de voix, mais c'était quand même très minoritaire. Est-ce qu'il y a vraiment une nostalgie de l'URSS dans cet endroit-là? Comment tu le sens? Alors, je pense effectivement, bon, il y a plusieurs paramètres qui interviennent. Déjà, il y a un paramètre historique, mais sur, effectivement, comme tu l'as très bien souligné, Alain, une région où le communisme a été, même le bolchevisme, on peut parler de bolchevisme à une certaine époque en Ukraine, a été fortement implanté. Ensuite, il y a l'aspect mineur. Ici, on est sur une région de mineurs, une région ouvrière. On sait très bien que, comme les régions paysannes, les traditions ont la vie plus longue dans ces régions très dures au niveau sociétal. Ensuite, la nostalgie. Alors, la nostalgie, c'est quelque part quelque chose qui intervient quand le présent ne satisfait plus. Hein, il y a deux solutions quand le présent intervient et menace, voire blesse dans leur chair les gens, c'est qu'ils regardent instinctivement derrière eux. Hein, la nostalgie, ça vient aussi du fait, merde, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On était mieux il y a 20 ans, il y a 25 ans. Donc, on est sur peut-être cette réaction. Après, au niveau du communisme, ici, on a peut-être quelque chose. Moi, je découvre aussi, hein, je ne suis pas communiste de tradition et d'idéologie, mais par contre, je n'ai pas de préjugés ou de manichéisme dans ma vision des idéologies. Mais c'est vrai que le communisme ici n'est pas vécu du tout de la même manière que le communisme tel qu'on le définit venant d'Occident. On pense beaucoup à Staline, on pense beaucoup aux purges, on pense beaucoup à l'aspect dur du soviétisme. Ça, c'est dû également à la propagande du monde libre, comme on disait à l'époque. Ici, ils sont par exemple, très attachés à la figure de Lénine. Il n'y a pas de statue de Staline, par exemple, ici. Mais par contre, Lénine représente un héritage. En tout cas, ça fait partie de leur histoire et ils assument cette histoire. Hein, dire qu'ils sont nostalgiques, je ne sais pas. Je pense qu'ils sont en tout cas, ils regrettent en tout cas certaines choses venant effectivement de cette époque où il y avait quand même une politique qui les mettait en valeur, hein, puisque quand même le communisme à l'époque mettait en valeur la valeur du travail, l'ouvrier, c'était quand même les héros quelque part du pays, ceux qui le faisaient vivre et qui ont porté également les traditions. Oui. Et puis il y a aussi le facteur. Il y a une ville qui s'appelle Stakhanov, du nom du fameux Stakhanovitch, et il y a une autre qui s'appelle Torres, du nom du secrétaire général du Parti communiste. Exact. Et puis on a beaucoup de villes qui s'appellent Krasnoïarsk, donc Armée Rouge, etc. Le communisme ici est aussi l'idéologie de la libération du nazisme. Et comme le nazisme revient en force à Kiev, et ça il ne faut pas se voiler la face, je ne suis pas de ceux qui disent que le gouvernement Porochenko est un gouvernement de nazis, mais je dis quand même qu'il y a énormément de nazis dans ce gouvernement, suffisamment nombreux qu'on puisse en parler, et surtout on a un gouvernement qui manipule cette idéologie, qui utilise les groupuscules néo-nazis et qui pratique, je dirais, d'un terrorisme idéologique manipulant les symboles nazis. Et donc tout à fait naturellement, les drapeaux rouges, hein, quand les drapeaux nazis ont commencé à fleurir dans les manifestations à Kiev, du Maïdan, et sur les emblèmes des bataillons spéciaux qui venaient bombarder la population du Donbass, eh bien, tout naturellement, une action appelle une réaction, et les drapeaux rouges sont ressortis. Je pense qu'il y a également une logique, quelque part, action-réaction. On a vu des drapeaux rouges frappés de la tête de la Vierge. Parce qu'il y a une espèce de syncrétisme qui s'est établi entre le soviétisme, c'est même plus le communisme, il faut parler de soviétisme, et puis la religion orthodoxe qui revient très fort en Russie. Qui revient, Là, tu as entièrement raison, Alain, de souligner ça, parce que j'avais oublié d'en parler. L'aspect religieux de l'orthodoxie est très très important ici. Lorsque nous quittons nos unités, moi je reste tout le temps en uniforme, hein. Donc lorsque je vais à Donetsk, que je quitte mon unité,
dans les bus, les transports en commun, systématiquement, je reçois des signes de croix de la part des anciens, des femmes notamment qui sont là et qui nous remercient d'être présents pour défendre le Donbass. Et l'orthodoxie n'est pas du tout incompatible, contrairement à l'idéologie qu'on a, nous, l'image que l'on a du communisme. Ici, les gens, ils ont une ferveur religieuse, tout en ayant, je dirais, voilà, un héritage communiste qu'ils assument et qu'ils respectent. Est-ce que c'est pas, justement, tout à l'heure, tu l'as évoqué, de cette avancée de l'OTAN, quelque part, est-ce que le combat qui est en train de se mener n'est-il pas entre, d'un côté, on va dire, une espèce de Russie qui cherche à conserver une forme de tradition aussi bien culturelle et je dirais même ethnique, et qui refuse le monde, on va dire, capitalisto-libéral de l'Europe qu'on lui propose, multiculturel, parce que le modèle, en Europe occidentale, c'est le multiculturalisme, alors que, visiblement, les Russes... C'est le multiculturalisme avec une grosse pression... américaine, bien sûr, états-unienne, bien sûr. On va dire que le multiculturalisme, c'est un faux-né de l'américanisation. Mais, et justement, est-ce qu'il n'y a pas, ce conflit-là, finalement, c'est pas le cœur du conflit entre la Russie et aujourd'hui, l'Ukraine, mais qui est l'avant-garde, on va dire, de l'Union européenne et des États-Unis, quoi. Je pense que la Russie, le racisme, la BRICS, tous ces mouvements en fait des pays non alignés, on peut aussi parler de pays non alignés, parce que on voit que à côté de la Russie, se dresse l'Arménie, le Brésil, l'Argentine. On voit qu'il y a quand même, comme ils disent, le monde occidental n'est pas quand même représentatif de l'ensemble des peuples de la planète. Donc, je mettrai un bémol sur l'expression multiculturalisme occidental. Je pense qu'au contraire, si on devait montrer un pays comme l'exemple d'un multiculturalisme, je pense à l'Union des pays non alignés, puisqu'on a quand même des grandes fédérations. Si on prend l'Inde, par exemple, c'est quand même un pays avec énormément de cultures qui sont respectées. La Chine également, et la Russie, qui est une fédération dans laquelle on va avoir... des cultures, il y a quand même 11 fuseaux horaires en Russie, les religions sont toutes représentées, c'est quand même un pays où on a aussi bien les orthodoxes, on a les musulmans, on a les hindouistes, on a les bouddhistes. Voilà, les bouddhistes, on a quand même, il y a même la religion chamane qui est reconnue par la Fédération de Russie. C'est quand même un pays où le chamanisme a, on va dire, une religion reconnue. Elle est pratiquée en Sibérie et elle n'est pas du tout ostracisée ou folklorisée comme on peut l'imaginer dans nos pays occidentaux. Il y a un profond respect de toutes les identités. Si on regarde les républiques du Caucase, par exemple, elles sont quand même des républiques qui bénéficient d'une autonomie tout en étant au sein de la Fédération de Russie. Donc là, on peut parler de multiculturalisme. Tandis qu'en Occident, non, je ne pense pas qu'il y ait un multiculturalisme. Il y a au contraire un melting pot. Il y a un melting pot, c'est-à-dire qu'on cherche un pseudo-multiculturalisme pour mieux broyer justement les identités par la base et ensuite les faire se ressembler entre elles et surtout ressembler à un modèle américain. Oui, le gloubi-boulga américain. Et justement, est-ce que c'est pas le cœur, parce que tout à l'heure, voilà, on voyait cette chanson de cet artiste russe qui dit, voilà, nous on est russes, finalement, vous comprenez pas grand-chose à l'histoire, vous voulez un peu nous convertir à quelque chose qu'on refuse de base. Est-ce qu'il n'y a pas une incompréhension totale finalement entre... est-ce que les Européens ont assez connaissance de ce monde russe, ou alors justement, ils ont voilà, il y a une ignorance. C'est d'autant plus incroyable que si on regarde l'histoire de l'Europe, on a quand même été pendant des siècles avec la Russie. La Russie a quand même été... c'est une plante, la Russie, qui pousse sur un même terreau civilisationnel que nos fleurs à nous. On a quand même 30 000 ans d'histoire commune avec la Russie. Le bloc européen, la Russie en fait partie. On a d'ailleurs été alliés dans les 2 dernières guerres, il ne faut pas l'oublier, avec la Russie. La cour des tsars parlait le français
d'une manière quasi officielle. On a quand même des relations culturelles, historiques, militaires, même religieuses, c'est quand même un monde chrétien, qui sont très, très lointaines. On a des racines communes avec les Russes. Et on se retrouve aujourd'hui finalement dans une Europe divisée. Pourquoi? Parce que la Russie est aujourd'hui l'ennemi juré de la nouvelle thalassocratie états-unienne, avec laquelle finalement nous avons très peu de points communs. Puisque nous n'oublions pas l'histoire des États-Unis, ce sont des Européens qui justement ont quitté le berceau européen, il y a eu un déchirement, et ce sont des Européens qui ont fait sécession de l'Europe et qui aujourd'hui veulent venir nous imposer leur nouvelle vision sociétale. Donc là, je pense qu'on est dans la complète incohérence historique, en tout cas, vis-à-vis de la Russie. Et alors, tout à l'heure, justement, j'ai vu, il y a une question d'un métanaute qui disait, est-ce que la solution au problème n'est-il pas simplement, on va dire, la partition de l'Ukraine? Est-ce que ça, c'est une solution qui est envisagée sur place? Je crois qu'il va y avoir un effondrement de l'Ukraine, de toute façon. Je pense que l'Ukraine n'existe plus déjà de facto. Ouais. De facto, elle a cessé d'exister après le Maïdan. L'effondrement, la partition de l'Ukraine, c'est compliqué. Ce que ne veut pas la Russie, c'est des missiles de l'OTAN à ses frontières. Donc l'idéal aurait été une Ukraine indépendante. Une Ukraine qui reste indépendante, qui ait des relations aussi bien avec la Russie qu'avec l'Union européenne, sans pour autant se vassaliser à un système militaire piloté par les États-Unis. C'était d'ailleurs le principe même après l'effondrement du bloc soviétique. Hein, c'était même une promesse qui avait été faite. J'ai perdu son nom. L'Américain qui avait donc promis que l'OTAN n'avancerait pas vers la Russie. Ça a été d'ailleurs une promesse très rapidement violée par les Américains. Kissinger, probablement, non? Pas... Oui, c'est ça, je crois que c'était Kissinger. Ouais. Oui, quelle promesse qu'il a violée immédiatement, d'ailleurs, oui. Bien sûr. Parce que comme dans tout château fort, vous avez les murailles, mais vous avez aussi un glacis. Et il faut préserver le glacis devant les murailles. C'est-à-dire que ce glacis, c'est le fameux no man's land que j'évoquais tout à l'heure. On n'est pas au contact l'un de l'autre. Il faut qu'il y ait des zones neutres, des zones indépendantes. Et sans ces zones-là, la cohabitation est impossible. Voilà. Donc ce glacis doit être préservé. Dans l'Union soviétique, c'était les républiques socialistes. Maintenant, l'OTAN avance jusqu'au territoire de la Russie, et ça, c'est absolument inadmissible. Tout le monde est d'accord en Occident. Et là, il faudrait quand même que les Occidentaux regardent leurs propres valeurs et leur propre cohérence. Tout le monde est d'accord pour dire que les missiles de Cuba étaient inadmissibles pour les États-Unis. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il ne fallait pas que Khrouchtchev mette des missiles à Cuba. Parenthèse, si Khrouchtchev a mis des missiles à Cuba, c'est parce que les États-Unis en avaient mis avant en Turquie. Mais fermons cette parenthèse. Or, aujourd'hui, on a des bases américaines en Lituanie, en Estonie, par exemple, qui sont à moins de 200 km de Saint-Pétersbourg. Et là, ça paraît normal aux gens. Les Occidentaux, ils ne trouvent pas ça anormal. Donc, il faut quelque part que les gens réagissent avec cohérence. Ils trouvent inadmissible que l'armée russe fasse des manœuvres sur les frontières ukrainiennes, mais tout en restant dans son territoire national. Et ils trouvent normal que l'armée américaine, sous pavillon de l'OTAN, vienne mettre des bateaux de guerre en mer Noire devant les côtes russes, fasse des gesticulations sur les frontières estoniennes, lituaniennes, polonaises, etc. Donc je pense qu'il faut à un moment donné cesser le double langage, fixer les règles internationales des relations entre les pays, les arrêter une bonne fois pour toutes et que chacun les respecte. On ne peut pas dire faites ce que je dis mais ne dites pas ce que je fais. Or actuellement on a une politique américaine, une politique de l'OTAN
qui est proprement scandaleuse. Oui, c'est de la provocation, parce que là tu y faisais référence justement, les gesticulations qu'on a vues en Lituanie, on a vu des défilements de chars en Allemagne, en Roumanie, etc., en République tchèque. En fait, c'est quoi? Ils montrent les gros bras un peu pour impressionner les Russes? C'est quoi? Bah ça, ils ne peuvent pas les attaquer. Les attaquer, c'est impossible. Ils n'ont pas la force militaire. Ce n'est que de la provocation. Mais ce qu'ils veulent, en fait, vous savez, c'est comme dans un duel d'un western spaghetti, quoi. Chacun attend que l'autre tire en premier, de façon à pouvoir dire, monsieur, il m'a tiré dessus. Il m'a tiré dessus, ouais. Voilà. Tout le monde, on voit bien, par exemple, dans le Donbass, je vais prendre un exemple tout simple. On parlait de propagande et de contre-propagande tout à l'heure. Il y a un truc quand même qui est assez rigolo, c'est que je trouve une certaine logique. Il faut toujours, dans la propagande est quelque chose qui est naturel dans les conflits. Et on regarde par exemple les pertes de l'armée ukrainienne. Quand il y a un combat, elles sont mises en avant par la propagande de Donetsk, ce qui est normal, c'est pour montrer que son armée défend bien son peuple et obtient des résultats contre l'ennemi. Mais alors, ce qui est assez étonnant, c'est que ces pertes-là sont également amplifiées, voire carrément déformées, par les Ukrainiens eux-mêmes. Alors, on peut se poser la question. Autant de la part de la République de Donetsk, vanter les pertes occasionnées à l'ennemi, ça paraît complètement logique, même peut-être en étant un peu exagéré. Mais de la part de l'armée ukrainienne, pourquoi l'armée ukrainienne va dire, par exemple, qu'elle a eu 400 tués et 1500 blessés à Mariinka, alors que dans la réalité, on peut diviser par deux ces chiffres. C'est tout simplement pour forcer l'opinion internationale, entre guillemets, et quelques États occidentaux concernés, à imaginer que ces pertes sont tellement énormes qu'elles ne peuvent être dues que du fait de l'armée russe, et non pas de la rébellion. En fait, on va exagérer en disant, vous voyez, on subit des pertes effroyables, donc c'est un peu, je donne une image, c'est un peu l'histoire du mec qui va foutre le feu dans son appartement pour faire venir les pompiers. Oui, d'accord. Ouais. C'est exactement ça. En ce moment, Kiev, qui n'en peut plus militairement, économiquement, politiquement, sociétalement et même socialement, eh bien, ils essayent, dans une espèce de fuite en avant, de dernière carte à jouer, ils veulent imposer la guerre. Puisque de toute manière, quand il y a un état de guerre, on ne parle plus de dettes à rembourser au FMI ou aux autres. On ne parle plus de situation catastrophique sur le plan politique. On est en guerre. Donc la guerre, c'est l'union sacrée, c'est l'effacement des dettes, etc. Il ne faut pas oublier que la banque Rothschild a dit cette semaine que l'Ukraine devrait être en cessation de paiement courant juillet. Oui. Oui, puisqu'on a vu même l'Union européenne vouloir arriver à la rescousse pour dire on va vous faire des prêts, etc. Ils ont proposé des milliards, etc. Oui, on a vu ça. Sauf que l'Ukraine demande un effacement d'une partie de la dette. Oui. Chose qui factuellement serait un cas de jurisprudence par rapport à tous les autres pays qui bénéficient également des mannes européennes via le FMI, notamment. Donc pourquoi l'Ukraine aurait le droit à un traitement de faveur et pas les autres pays? Donc là l'Union européenne est arrivée finalement à se mordre la queue, à être pris à son propre piège. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu à ta personne? Est-ce que tu as l'intention, combien de temps tu as l'intention de rester là-bas? Je sais, pour avoir beaucoup galéré et m'être beaucoup occupé de ça, qu'il y a un gros problème de retour des volontaires et que la Russie fait strictement aucun effort pour faciliter le passage des volontaires sur son territoire. Alors toi, qu'est-ce que tu vas rester là-bas? Tu vas faire ta vie là-bas? Quel est moi, en fait, je me suis engagé dans une guerre. Donc, cette guerre, pour moi, tant que la victoire n'est pas obtenue, cette guerre continue. Donc, je ne me vois pas, quand vous montez dans un train, vous ne descendez pas avant d'être arrivé à la gare. Or, la gare du train de la guerre, c'est la victoire. Donc, je ne quitte pas le train en route. J'ai pris cette option.
je dirais, alors c'est pas du jusque-boutisme obstiné hein, et égocentré, non, c'est tout simplement par respect vis-à-vis de mon engagement, par respect vis-à-vis de mes camarades, par respect vis-à-vis de la population qui m'a accueilli ici, eh bien, je vais rester jusqu'au bout de ces souffrances, c'est-à-dire jusqu'à la libération. Bon, c'est clair. Au moins, c'est clair. Il y a plusieurs personnes qui me demandent quelle est l'image de la France pour les gens du Donbass? Alors, pour les gens du Donbass, c'est assez extraordinaire parce que les gens du Donbass, y compris les gens d'extraction modeste, c'est-à-dire pas forcément des intellectuels, entre guillemets, des grosses études, etc. D'abord, ils ont une bonne connaissance de l'histoire de France. Pour eux, la France, ça représente toujours ce pays de la Révolution. Il faut savoir que même du temps de l'Union soviétique, la Révolution française était quand même quelque chose d'important sur le plan symbolique, historique. Et donc les gens ont vis-à-vis des Français une haute estime. Je ne sais pas si aujourd'hui les Français la méritent, parce qu'on s'aperçoit que la majorité des Français suivent d'une manière complètement stupide les images représentant la Russie comme l'ennemi juré. Or, en fait, on s'aperçoit que les Russes, ici, ils sont très francophiles. Ils sont très francophiles. Et que vis-à-vis du gouvernement français, vis-à-vis de la politique atlantiste du gouvernement français, eh bien, ils éprouvent plus de la pitié que de la haine. Oui. Alors que moi, par exemple, je suis vraiment très en colère de voir l'alignement atlantiste des précédents gouvernements, aussi bien de gauche que de droite. Ici, quand les gens me parlent de François Hollande ou de Sarkozy, en fait, ils me parlent plus de Gaulle que de Hollande et Sarkozy. De Gaulle, ils admirent de Gaulle. Ils admirent de Gaulle parce que c'était un allié pendant la guerre, et c'était quelqu'un qui avait quitté l'OTAN, qui avait acquis une indépendance au niveau de la France. N'est-ce pas non plus je dirais toute la complexité du personnage historique, mais en tout cas, ils ont un profond respect pour une certaine grandeur de la France de l'époque gaulliste. Ils avaient ce respect. Moi, j'ai été en URSS quand j'étais jeune communiste. J'étais anti-gaulliste, hein, comme le PCF pouvait l'être, malheureusement. Et t'es une tête de l'art, quoi. Ouais, je suis désolé, j'étais coco. Bon, je ne le referai plus, c'est juré. Et donc, quand j'étais là-bas en URSS, on était stupéfaits parce que les soviétiques, les jeunes, nous disaient « Ah, vous avez de la chance d'avoir De Gaulle au pouvoir, il est anti-américain. » Donc là, les soviétiques étaient gaullistes à fond, quoi. Et nous, on ne comprenait pas bien. Maintenant, je sais que c'est eux qui avaient raison, et pas nous. Et nous, on était des cons à faire les zouaves en mai 68. Bon, mais je crois que, pour prolonger ce que dit Alain, je pense qu'il faut faire la différence, et là je cite de mémoire un petit article qui avait été écrit par Alain de Benoît, où je crois que le titre était « Je ne suis pas gaulliste, mais je suis gaullien ». C'est-à-dire qu'il faisait la différence entre guillemets, le programme politique du personnage et quelque part l'image qu'il a construit de la fonction présidentielle ou d'une certaine France vis-à-vis d'une politique internationale. Donc peut-être que cette subtilité sémantique reflète ce que les Russes ressentent vis-à-vis de Gaulle. C'est-à-dire que De Gaulle, pour eux, incarne cette grandeur de la France sans pour autant connaître précisément les décisions politiciennes qu'il a prises à droite et à gauche, au niveau intérieur ou extérieur. Oui, voilà, une vision globale, en tout cas, la politique de Gaulle est appréciée. Alors, on me demande... Oui, vas-y. Il y a un personnage aussi qui revient souvent en Russie. Ça peut surprendre, y compris sur un plan admiratif quasiment, hein, de la part de gens qui se réclament du communisme. C'est le personnage Le Pen, Marine Le Pen. Marine Le Pen revient systématiquement sur toutes les lèvres comme étant le personnage politique qui aime la Russie, qui soutient la Russie, etc. Et donc qui en tout cas, on ne va pas parler d'admiration, mais en tout cas suscite un respect de la part des Russes, y compris, comme je le dis, des Russes qui se réclament du communisme. Donc ça peut effectivement surprendre, ça peut également
même désorienter peut-être le manichéisme dans lequel nous habitons ici en France, avec des étiquettes bien colorées, sans nuances, que l'on pose sur les uns et les autres. Et ça rejoint ce que je disais peut-être sur De Gaulle, c'est-à-dire que voilà, il y a le programme politique et entre guillemets l'image représentée, le symbole représenté ou incarné par la personne. Oui, d'ailleurs, on avait fait une conférence de presse il y a presque un an avec Pavel Goubarev, hein, donc une interview via Skype, et donc on avait un certain nombre de journalistes, il y en avait une cinquantaine de journalistes dans la salle, et à la fin de la conférence de presse, Pavel Goubarev a appelé les gens à voter Marine Le Pen. D'accord. Voilà. Ah, oui, carrément. Donc, voilà, Ce qui a stupéfait l'Assemblée, et nous a un peu gênés, faut dire ce qu'il y a, quoi. Oui, Voilà. non, mais je pense que c'est intéressant parce que ça, il faut sortir du manichéisme dans lequel on est en Occident. On est vraiment toujours sur des choses très tranchées. Moi, je pense qu'il y a des éléments de relation entre les peuples qui doivent être au-dessus des appartenances politiques. Hein, on le voit notamment avec l'Iran, les relations que certains pays entretiennent avec l'Iran, qui sont des relations amicales, alors que politiquement, on n'est pas du tout sur les mêmes programmes, on n'est pas du tout sur les mêmes systèmes sociétaux et les mêmes types de gouvernement, mais il y a des relations amicales qui sont faites parce que justement, il y a une reconnaissance, il y a un respect mutuel. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur le multiculturalisme, c'est ça également le multiculturalisme, je pense que c'est la tolérance. C'est la tolérance de dire, voilà, dans ce monde qu'est la planète, il y a des peuples qui vivent différemment de nous, qui sont peut-être pas sous des régimes démocratiques, qui sont peut-être pas sous des religions monothéistes ou chrétiennes, mais qui ont le droit, au même titre que nous, de vivre et d'avoir la grandeur et le respect et la réciprocité que nous prétendons posséder. Ça, je pense que c'est aussi une belle leçon que de ne pas s'enfermer dans des appartenances et des étiquettes politiques pour faire de la réduction ad nominem et juger quelqu'un parce qu'il ne pense pas comme nous. Alors, il y a une question, là, justement, qui est assez intéressante. Il y a eu récemment des propos d'un des directeurs du renseignement de la société Stratfor, une société d'enseignement privé américaine, très très connue. La CIA. Voilà, qui clairement, on va dire, a expliqué que le but des deux guerres mondiales est d'empêcher la Russie de s'allier avec l'Allemagne, et d'empêcher, on va dire, voilà son propos en résumé, d'allier les technologies allemandes et les ressources russes. Et que pour ça, les États-Unis sont prêts à tout. Et qu'il pense que dans cette crise ukrainienne, il explique clairement, on va dire, c'est vraiment une interview, il se lâche complètement et il dit, oui, dans cette crise ukrainienne, ce qui va être déterminant, ça va être justement la position de l'Allemagne et comment les Allemands vont se comporter, on va dire, vis-à-vis soit de trahir, on va dire, les Américains, soit de se retourner vers les Russes. Ça a toujours été, cette affaire-là, c'est toujours la thalassocratie, a toujours voulu couper la Russie, d'ailleurs, de tous ses périphériques de frontières, et surtout de l'Allemagne. C'est une constante, hein, de la guerre de 14, de la guerre 39-45, c'est tout à fait ça. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les conditions géopolitiques que nous avons aujourd'hui sont des conditions quasiment de guerre. Alors, évidemment, il n'y a pas de guerre parce qu'il y a la peur, il y a la dissuasion, hein, mais la tension qui règne aujourd'hui est même supérieure aux tensions qui ont présidé aux guerres de 14 et de 39-45. Bien sûr, largement. Mais vraiment, je crois qu'on n'a jamais été aussi près de la Troisième Guerre mondiale. Ouais. Je ne veux pas faire du catastrophisme non plus, parce que, vous savez, les militaires sont certainement ceux qui haïssent, ça pourra surprendre peut-être quelques auditeurs, mais je pense que les militaires sont peut-être parmi les gens qui haïssent le plus la guerre. On ne peut pas accepter la guerre. C'est pas possible. Celui qui dit j'aime la guerre est un fou. Pour moi, c'est un fou. On peut savoir faire la guerre
fait une aventure intérieure, comme disait Ernst Junger, à faire la guerre. Il y a des moments où vous savez, la guerre, c'est quelque chose qui met à nu les individus. Hein, il n'y a pas de superficialité, il n'y a pas d'hypocrisie. Quand on est côte à côte dans une tranchée ou dans un sous-bois et qu'on reçoit un bombardement, là, quand on croise le regard des camarades, on n'est pas du tout dans une situation de faire semblant. On est dans la même merde, on est là pour se protéger l'un l'autre. Et là, c'en est fini des idées, des préjugés, des histoires passées, futures et à venir. Donc on a la guerre a cette qualité de mettre à nu l'âme des gens, de les emmener au bout d'eux-mêmes et surtout je crois, de leur faire sentir la vraie valeur de la vie. Ce n'est jamais que devant, c'est comme je disais, hein, c'est quand on est en prison qu'on peut le mieux définir ce qu'est la liberté, c'est quand on a faim qu'on peut le mieux définir ce que c'est la nourriture, c'est quand on est en guerre qu'on peut le mieux apprécier et espérer la paix. C'est très beau ça, Erwan. Bon, c'est ce que je pense sincèrement. Non, mais je le sais, mais bon. Beaucoup de gens s'imaginent voilà, que la guerre existe parce qu'il y a des militaires, c'est pas vrai. Non, je sais très bien. D'ailleurs, s'il n'y a pas eu de guerre mondiale, c'est bien grâce aux militaires. Aux États-Unis, c'est bien les militaires qui freinent et qui font gaffe que ces abrutis de politicards n'appuient pas sur le bouton. Hein, ça c'est clair. D'ailleurs, on sait que l'armée américaine et l'armée russe sont constamment en relation. Perpétuellement, il y a une structure perpétuelle pour justement éviter qu'il y ait un abruti Jean Hollande qui soit là, parce que hein, on avait fait l'émission sur la guerre maritime devant la Syrie. Cet abruti, il avait déjà envoyé les rafales. Quasiment, ils étaient partis, quoi. Oui, Obama a dit non, c'est pas la peine. Hein, quand tu as des mecs comme ça au pouvoir, c'est dangereux, quoi. Moi, j'en arrive presque des fois à me dire, est-ce que l'armée ne devrait pas remplir le rôle de gardien de la Constitution? Bah, c'est normal, c'est son rôle constitutionnel. Bah, voilà. Non, c'est pas ça. Regardez en Égypte. Ouais. En Égypte également. En Égypte aussi, ouais. En allant même jusqu'à quasiment faire un coup d'État antidémocratique. Antidémocratique. C'est-à-dire qu'en l'exemple de l'Égypte, on a eu des frères musulmans parce que bon, forcément la démocratie c'est la loi du nombre, c'est pas forcément la loi de la qualité, c'est la loi du nombre. Ouais. Et ça c'est un autre débat. Les frères musulmans ont progressivement, après leur prise de pouvoir et malgré leurs promesses de modération, fait glisser la société vers une radicalisation d'un gouvernement islamiste dur. Et je dirais un peu, pas fanatique, mais bon, pas comme celui qui était espéré au départ de l'élection. Et l'armée a remis au pas tout ça. La Turquie, c'est pareil. Est-ce que le rôle d'une armée, ce n'est pas justement de veiller à ce que le gouvernement ne parte pas dans n'importe quelle direction? Après, c'est vrai qu'il y a des... Alors, si tu veux... Mais ça reste quelque chose de dangereux. Ça reste quelque chose de dangereux et qui fait peur en plus aux civils. Quand même, Erwan, moi, à un moment donné, j'ai fréquenté les services de renseignement un peu partout au moment du réseau Voltaire, parce que nous-mêmes, nous étions protégés par les services de renseignement français, et j'étais au contact de certains services de renseignement. Donc j'ai développé pas mal d'amitié avec des gens du renseignement français. Et ils m'ont dit, non, mais nous, on les surveille, les politiciens. Vous vous rendez pas compte que, si tu veux, il y a l'armée surveille, hein, pour pas qu'ils fassent de conneries, quoi. Et ça, c'est une bonne chose. Quand tu vois l'autre, Zizi Rider, qui prend sa mobilette pour aller tirer sa pétasse, tu vois, c'est des gens, pas des gens sérieux. Et quand ils disent qu'ils sont surveillés, moi, je suis un peu plus rassuré, quoi, si tu veux, tu vois. Non, oui, je mettrai un bémol quand même, parce qu'on voit par exemple, bon, il y a eu le fameux putsch des généraux pendant la guerre d'Algérie. Ouais. Ça a quand même été quelque chose d'énorme. Hein, il faut quand même. Oui, non, mais bien sûr. Et après, quand même, le
corps des officiers, qui est quand même le fer de lance de l'armée, il a été brisé. Cette pointe a été complètement brisée, ne serait-ce que par les différentes portes d'entrée au niveau du corps des officiers. Et après, on a des gens dans l'armée qui ne sont pas mutés par recrutement interne ou par décision interne, qui sont désignés par un conseil des ministres. C'est-à-dire que tous les postes à responsabilité, dès qu'on arrive sur certains commandants de régiment, certains chefs de corps de régiments particuliers, sont nommés en conseil des ministres. Oui. Ça a approuvé en conseil des ministres. Donc là, on est quand même sur une politisation des fonctions militaires. Alors bien sûr, on a eu la grogne récemment des généraux de la gendarmerie, etc., qui ont critiqué ouvertement la politique française au niveau de la sécurité intérieure, notamment. Bon, ça quand même pas... Bon, ils auraient pissé dans un violon, ça aurait été pareil. Parce que qu'est-ce qu'il y a eu comme résultat? Ils ont été limogés, les gars. Ils ont été simplement... il y en a un, il s'est retrouvé, d'ailleurs, il y en a un, maintenant, il est en Guyane, par exemple. Hein. Le Poncelet, je crois, ou je sais plus lequel, le gendarme qui avait critiqué ouvertement les décisions en sécurité intérieure du gouvernement Hollande, ben, aujourd'hui, il commande la région de Guyane, anti-Guyane. D'accord. Alors, on me parle aussi, apparemment, on me dit qu'il y a eu un problème avec une unité continentale et certains soldats... Bon, si on pouvait passer à autre chose. D'accord. Le problème, on peut l'évoquer très rapidement. Il y a eu des jeunes gens qui sont venus dans le Donbass l'année dernière. Il faut respecter leur... parce que c'est des pionniers, hein. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, on a 4-5 jeunes qui partent de France, très utopistes. Ils sont arrivés sans moyens, sans soutien, sans réseau. Ils sont jeunes, inexpérimentés pour la plupart. Il y a eu effectivement quelques soucis avec eux, mais qui sont des soucis, des erreurs. Ils ont commis des erreurs comme tout le monde a le droit d'en commettre. Cette histoire maintenant est close, hein, c'est-à-dire que les erreurs ont même servi au suivant, et puis maintenant tout rentre dans l'ordre. On va dire ça comme ça. Voilà, donc ceux qui restent, parce qu'il y en a... Bon, il y a eu des gens, comme dit Erwan, sans expérience, un peu, qui partaient là, même pas la fleur au fusil, qui partaient pour une aventure, sans savoir ce qu'ils allaient voir, croyant que c'était la guerre comme dans les films et tout. Bon, ils sont arrivés là, ils étaient un peu déçus dans cette guerre d'opposition, et un certain nombre sont sur le retour ou sont partis. Bon, maintenant, il reste un petit noyau qui est engagé dans une unité de la garde républicaine, et là, ils sont sous les ordres de l'armée, point à la ligne. Voilà. Hein. La velléité, à un moment, qu'avaient certains de vouloir faire un bataillon de Français sous l'égide de certains qui avaient un très gros ego, bah, tout ça, c'est terminé. Maintenant, ils sont rentrés dans le rang, et puis, voilà, c'est oui chef, bien chef, et puis, ils sont dans une armée russe. Alors, être dans une armée russe, tiens, tu peux peut-être nous en parler, toi qui as été dans l'armée française, qu'est-ce que ça fait d'être dans une armée russe? Quelle est la grande différence? Ah, c'est pas pareil, hein, on va dire, c'est pas la même chose. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, c'est-à-dire que dans l'armée française, par exemple, on est très procédurier, on est très sur des procédures de préparation, d'explication, de décentralisation des responsabilités. Dans l'armée ici, le modèle russe étant très prégnant, parce que bon, il y a l'héritage, et le modèle actuel aussi, on est quand même sur quelque chose de plus, c'est plus la masse, quoi, hein. Ici, on est plus sur des comportements, je ne veux pas dire brutaux dans le sens physique, mais bon, en gros, c'est on attend, puis à un moment donné, on reçoit un ordre, on monte dans les véhicules, on descend des véhicules, on monte à l'assaut. Voilà. Davai, voilà. Donc c'est un côté, voilà, la charge héroïque, c'est bien. Dans une guerre moderne, ça peut parfois amener certaines déconvenues. C'est pour ça qu'il y a quand même un certain nombre de pertes. Il y a quand même beaucoup de pertes dans le camp républicain.
Hein? Les pertes sont énormes. On a des pertes qui sont dues justement. Vous savez, en plus, c'est une guerre d'artillerie. C'est une guerre d'artillerie. Ah ouais. Les Ukrainiens utilisent énormément ce qu'on appelle les grades aussi. Hein, donc, c'est des lance-roquettes multiples qui sont des armes de saturation. Un simple tir de camion. Un camion, ça vous balance 40 roquettes de 120 mm et ça va vous pulvériser l'équivalent de 4 terrains de football. Quoi. Ouais. Donc, si vous êtes en dessous au moment où ça tape, il y a intérêt à venir une taupe en 3 secondes quoi, et de savoir s'enterrer. Donc, ça fait du dégât. Ça fait énormément de dégâts. En plus, ils n'utilisent pas que des 120 mm, ils utilisent 220, des 300 mm en lance-roquettes multiples, plus les obusiers, plus maintenant même certaines fois, heureusement pas tout le temps, des missiles Toshka par exemple avec 500 kg d'explosifs à chaque fois. Donc ça tombe sur un immeuble, ça vous détruit l'immeuble, ça fait un cratère à la place de l'immeuble. Donc on est quand même sur une guerre où quand ça tape, ça fait beaucoup de dégâts. On va faire la deuxième pause. Tu restes avec nous? Tu restes avec nous, Erwan? Ouais. Je sais pas, vous restez jusqu'à quelle heure? Jusqu'à encore 1 heure, jusqu'à minuit. Mais jamais, vous. Non, mais si tu veux, nous on peut, si tu veux décrocher, on peut nous conclure. Hein, c'est pas un souci. Sûr que bon, c'était très bien. Je pense que ça a beaucoup intéressé les gens. Bon, voilà, tu fais comme tu veux. Ah bah écoute, ce sera avec plaisir si tu restes. Peut-être pour finir sur la dernière question. Oui. Si vous permettez. Oui. Je dirais qu'effectivement, il y a un modèle russe au niveau militaire. Par contre, je trouve qu'il y a quand même une évolution de l'armée russe. C'est-à-dire que sur les procédures, sur les moyens, les répartitions, on sent quand même qu'il y a une modélisation moderne qui se fait. Hein, un peu comme ce qui s'était passé en Tchétchénie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la première guerre de Tchétchénie, les spetsnaz russes étaient arrivés justement avec des moyens, des modes opératoires, je dirais, assez soviétiques. Hein, ils s'étaient fait rétamer. Hein. La première guerre en Tchétchénie, les spetsnaz russes avaient eu des pertes monstrueuses. Et lorsque Poutine, il n'était pas encore président, avait repris les choses en main, eh bien, il avait imposé que l'entraînement des spetsnaz russes corresponde plus à celui des forces spéciales. Et lors de la deuxième guerre en Tchétchénie, bah, ils ont non seulement eu beaucoup moins de pertes, mais ils ont même gagné cette guerre. Donc on a ici également de plus en plus des officiers, des bataillons qui commencent à s'intéresser au mode opératoire d'une guerre moderne, c'est-à-dire avec des unités dispersées, avec des degrés d'autonomie, avec des moyens plus importants. Donc ça commence à évoluer également de ce côté-là. Tu leur parles de ça, toi? Tu leur donnes des conseils? Je me permettrai pas de donner des conseils à des gens qui ont toujours été vainqueurs au cours des 6 derniers siècles de l'histoire. Loin s'en faut, mais par contre, c'est vrai que j'amène mon expérience. J'amène mon expérience au niveau des modes opératoires, des préparations, de missions, etc. Hein, donc, j'essaye d'amener une réflexion peut-être, je sais pas, plus soucieuse, de limiter des pertes, de donner à la préparation plus d'importance peut-être que ce qu'ils font traditionnellement. D'accord. Ben, on va faire la petite pause et puis on revient juste après. Bon, il faut savoir s'il reste avec nous. Ben, tu restes avec nous, Erwan ou... Ouais, éventuellement, mais je vous quitterai peut-être en cours de... Ok. D'accord. Ok, ça marche. Eh ben, on fait la petite pause et on revient juste après. La régie, elle est prête? Non, pas tout à fait. Je le sais qu'elle n'est pas prête. Si, c'est bon. Il a un décalage. Eh ben, c'est bon, la régie, elle est prête. On fait la pause et on revient après. À vous, la régie.